Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission coproduite par Bismart et Radio Imo. Ravi de vous retrouver, Sylvain. Comment ça va, Eva? Très bien, et vous? Je suis ravi d'être avec vous. L'été approche, vous êtes sur le parcours résidentiel. En tout cas, la technologie est omniprésente dans l'immobilier. Elle est aussi dans nos vies, elle est dans tout ce qui nous entoure, au gré parfois de tout ce qui peut être approchable en termes de technicité. En tout cas, ma chère Eva, autant tirer le plus grand profit de la technologie en jouissant pleinement de ce qu'elle peut nous offrir, et que de belles initiatives dans la sphère IMO. Et à ce sujet, ça tombe bien, on est justement là pour les partager avec vous. En effet, Sylvain, aujourd'hui nous rencontrerons deux start-upers pour détailler d'une part une solution de complément de financement qui s'offre aux primo-accédants, mais également et plus généralement le pourquoi du comment la PropTech séduit tant les investisseurs. Nous accueillerons Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, ainsi que Pierre Leroy, président de French PropTech et cofondateur d'Hiro. La Côte Imo, c'est parti. La flambée des taux, c'est un vrai sujet en ce moment. Ça paupérise indéniablement les Français avec effectivement ce fameux taux d'usure qui empêche de monter les dossiers. L'inflation, bien sûr que le pouvoir d'achat aujourd'hui, avec notamment l'immobilier, le logement qui est le premier poste de dépense, c'est donc forcément plus difficile lorsqu'il s'agit d'un premier achat qu'on appelle la primo-accession. Existe-t-il des solutions pour pallier ce manque? Par quel biais étoffer son financement? Élément de réponse avec notre invité. Saskia Fizel, bonjour. Bonjour. On dit Fizel. Fizel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondatrice de Virgile. On va essayer de contextualiser, si vous voulez bien, dans un premier temps. Est-ce que le primo-accédant est la cible, on va dire, principale du business model de Virgile? Alors, plus généralement, en fait, Virgile, c'est parti d'un constat qui est global et qui vise tout premièrement les primo-accédants, mais pas seulement. En fait, nous, notre cible, c'est les jeunes actifs qui veulent devenir propriétaires. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a 96% des locataires qui sont jeunes actifs qui souhaitent devenir propriétaires, et on a 82% qui citent le financement comme le premier obstacle au fait de devenir propriétaire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner sur tous leurs projets d'achat, et surtout, on va compléter leur rapport jusqu'à 100 000 euros pour leur permettre de transformer la configuration de leur projet. Et donc, dans nos clients et dans notre cible, il y a bien évidemment des primo-accédants en majorité, mais aussi des secondo-accédants, puisque aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est de plus en plus difficile, pas seulement pour les primo-accédants, mais au global. Alors, comment vous fonctionnez? Vous remplacez grand-papa, grand-maman en apportant un peu d'argent pour les frais de notaire, pour l'apport nécessaire, parce qu'aujourd'hui, les banques prêtent plus à 110%. On l'a connu à une certaine époque. Aujourd'hui, on fait du 90, 100% parfois. Vous venez compléter le manque qui resolvabilise la personne ou pas? Alors, on va compléter l'apport, effectivement. Donc, jusqu'à 100 000 euros, on va venir compléter le financement. Mais plus que solvabiliser simplement le projet, on va élargir l'univers des possibles. Nous, on va apporter en fait une extension du projet. Avec ces 100 000 euros, on va transformer la configuration du projet. La mission de Virgile, c'est vraiment de permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires sans compromis. Ça veut dire qu'avec ce complément d'apport, ils vont pouvoir ne pas renoncer à la chambre d'enfant, au mètre carré, à la localisation ou encore aux travaux. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de sauter le pas pour devenir propriétaire. On n'est pas sur des dossiers qui sont non finançables à la base. On est sur des dossiers qui cherchent un complément. Alors justement, le complément, vous le financez comment? C'est quoi le modèle? Alors, on investit cet apport à leur côté. Donc ça s'appelle du co-investissement. C'est un modèle qui est totalement inédit, révolutionnaire. Et l'idée, c'est vraiment... C'est pas de l'indivision, vous n'êtes pas propriétaire. C'est un co-investissement. Alors, c'est quoi la différence entre le co-investissement et l'indivision? En fait, ça fonctionne avec exactement le même schéma. La seule différence, c'est que l'indivision, en fait, ça peut parfois être un peu subi comme quelque chose de pas très bien vécu, parce que c'est souvent vécu dans des contextes de succession, notamment. Et avec le co-investissement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir une convention qui va régir un certain nombre de droits et devoirs et qui va pouvoir sécuriser les acquéreurs. Donc, vous êtes copropriétaire? Absolument. On est même copropriétaire dormant. Ça veut dire qu'on va vraiment être une aide à l'achat, mais qu'ensuite, on va laisser les acquéreurs profiter de leur appartement, non pas comme un copropriétaire colocataire, mais simplement comme un copropriétaire qui possède une petite partie du bien. Mais si vous voulez faire des travaux, si vous voulez repeindre les murs de votre salon en rose, vous êtes le bienvenu. Alors justement, il y a un cadre juridique, vous le savez, nul n'est tenu à l'indivision, parce qu'en plus, c'est détenu en propre, ce sont des personnes physiques qui achètent.
C'est des jeunes actifs. Et donc, vous êtes propriétaires. contributeur à l'acte de vente et donc forcément la rédaction des actes. La question, c'est comment vous gagnez votre vie ? C'est quoi le modèle ? Qu'est-ce qui vous fait vivre ? Est-ce qu'il y a remboursement ? Il y a un taux d'intérêt ? Comment ça fonctionne ? C'est une bonne question. Nous, alors bien évidemment, la mission, c'est de permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires. Ce faisant, en fait, il y a deux parties quelque part dans notre business model. Aujourd'hui, à la fois, on co-investit, donc jusqu'à 100 000 euros aux côtés des jeunes actifs, ça c'est sur la partie apport, mais on va aussi les accompagner sur tout le projet. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait appel à Virgile, on se rend compte, tous les jeunes actifs qui deviennent propriétaires s'en rendent compte, ils sont confrontés à un véritable parcours du combattant. Nous, on va les accompagner de la première simulation jusqu'à la signature, en passant par le fait qu'ils réussissent leur offre, le fait qu'ils obtiennent le bon financement bancaire. On va les accompagner dans les démarches notariales, et ce, jusqu'à la remise des clés. Et ça, c'est un accompagnement sur lequel on se rémunère sur le modèle du courtage. Vous avez vos propres réseaux de notaires, vous avez vos propres réseaux de courtiers. On est comme un courtier, on monte le dossier, on s'occupe surtout de leur... Alors, comment vous gagnez votre vie alors ? On a un modèle... Quelle est la sortie ? Alors, de deux façons. Voilà. À la fois, on a un modèle qui s'apparente à celui du courtage, puisqu'on présente des très beaux dossiers aux banques et qu'on accompagne nos acquéreurs. Donc, vous êtes rémunéré par les banques et par nos et acquéreurs. par vos acquéreurs, d'accord. Et on a en fait ce modèle du co-investissement où on va justement prendre une quote-part des appartements dans lesquels on investit, puisqu'on va détenir une petite partie de ces appartements et on va se rémunérer dessus à la revente. Donc un exemple type, c'est quand on investit 10% du prix de l'appartement, on va détenir 15% et on se rémunérera à la revente de cet appartement dans un délai de 10 ans. Et si la marge n'est pas bonne, c'est quoi ? C'est super important pour nous Si la sortie, par exemple, est flat, on fait comment ? Alors, ce qui est super important dans le modèle du co-investissement, et ce qui est un peu la clé, c'est que nous, on a des intérêts qui sont alignés avec les acquéreurs. Et ça, c'est un peu le socle. Et donc, on a un pourcentage de détention du prix de l'appartement. Donc, si le prix augmente, et c'est l'idée, on se rémunérera sur un prix qui a augmenté. La plus-value à moyen terme, ouais. C'est-à-dire parce que le taux de détention moyen pour un primo-accédant, c'est 7 ans en France. Donc, vous espérez faire une plus-value et pour pouvoir fonctionner à court terme, parce qu'il faut quand même que vous puissiez fonctionner, vous disposez de produits de courtage, d'accompagnement qui fait que vous arrivez à générer un modèle multipolaire. C'est bien ça ? Les deux modèles, en fait, sont aujourd'hui indissociables. C'est vraiment tout l'accompagnement Virgile qui fait sa qualité. Est-ce qu'il y a des mauvais dossiers ? Comment vous sélectionnez ces jeunes actifs primo-accédants ? Tout le monde peut trouver une solution ? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous, on reçoit des dizaines de milliers de demandes. Et donc, on ne peut pas accompagner tout le monde. Et surtout, la vocation, c'est d'aider des jeunes actifs à devenir propriétaires sans compromis. Ce n'est pas d'aider des gens que ça mettrait en danger de devenir propriétaires avec Virgile. Et la beauté, quelque part, et la difficulté aussi du système bancaire en France, c'est qu'aujourd'hui, il est très, très filtrant. Et donc, si vous ne pouvez pas emprunter, a priori, on ne pourra pas non plus vous accompagner. Et donc, quelque part, ça limite à un certain nombre de critères qui sont le fait d'être en CDI, pas en période d'essai, et d'avoir des revenus suffisants pour emprunter. Donc, certains n'accéderont pas au crédit ? Non, mais a priori, ce n'est pas une bonne solution pour eux. Ça veut dire qu'ils seraient en difficulté sur le fait de le rembourser. On va voir une infographie. 92% des Français jugent essentiel ou important d'être propriétaire de son logement. C'est un sondage d'OpinionWay qui a été fait en 2020, mais effectivement, c'est une tendance très française, puisque à la Révolution, c'était liberté, égalité, propriété, avant que ça devienne fraternité. Une France de propriétaires, c'était je ne sais pas si vous vous souvenez du mandat de Nicolas Sarkozy. Une France de propriétaires, c'était son objectif. Quand on voit les chiffres, effectivement, on voit qu'il y a une très grosse appétence à la propriété, notamment pour les jeunes. Quand on leur pose la question, leur premier objectif, c'est d'acheter l'appart et de pouvoir effectivement inverser l'épargne. Ils ont bien conscience que le loyer perçu ou envoyé est à fond perdu. Comment on fait, quand vous voyez ces chiffres, vous dites il y a un marché énorme, et pourtant, quand on voit les éléments, il y a quand même un cadre juridique qui est très strict en France, qui est particulier. Est-ce que le modèle que vous avez développé, c'est un modèle que vous avez créé ex nihilo ? Est-ce qu'il y a d'autres types d'initiatives en Europe ou dans le monde ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à la propriété des jeunes actifs, c'est un problème global dans toutes les grandes villes développées. On a en fait des grandes villes où les jeunes travaillent et où ils veulent pouvoir se loger sans être obligés de voir s'évaporer chaque mois 40% de leurs revenus
dans leur loyer. Et donc ces 40%, ils veulent le transformer en épargne. D'où cette volonté très très forte de vouloir devenir propriétaire. Donc je dirais pas que c'est une spécificité française, ça tient évidemment à un certain nombre de facteurs économiques, mais c'est une vraie volonté aujourd'hui de construire son capital. Et construire son capital, aujourd'hui en France, il n'y a pas 1 million de façons de le faire. Soit vous héritez, soit vous avez de la transmission familiale, soit vous faites partie des 1% des salaires les mieux rémunérés, soit vous gagnez au loto, soit vous arrêtez de dépenser chaque mois 40% de votre revenu dans votre loyer. Et donc, cette volonté de propriété, c'est pas en fait simplement une volonté individualiste de propriété, c'est une volonté de construction de capital, construction d'indépendance. Et c'est ça aussi la mission de Virgile, c'est d'aider les jeunes actifs à sortir du piège locatif. Là, vous parlez des grandes villes, justement. C'est la majorité des cas des personnes que vous accompagnez? Oui, parce que c'est là où le besoin en fait, est extrêmement fort. C'est là où les jeunes actifs travaillent et c'est là où les prix sont très élevés. Je vous donne un tout petit exemple. À Paris, les prix ont été multipliés par 10 en moins de 40 ans. Et la différence entre ce qu'on peut louer et ce qu'on peut acheter à mensualité égale, c'est 30% de surface. 30%, c'est énorme. Il faut 120 000 euros de salaire annuel pour espérer acheter un 60 mètres carrés à Paris. Donc, sans aide familiale ou sans complément d'apport, comme Virgile, c'est impossible de devenir propriétaire. Oui, oui, je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est intéressant puisque votre solution, elle est... Alors justement, comment vous financez tous ces apports? Est-ce que vous êtes accrédité à l'AMF? Vous avez une carte CIF? Alors, on a quand vous débloquez cet argent, vous êtes part à l'acte de propriété, donc vous signez... vous êtes en couple, hein, finalement, avec votre client. Exactement. En couple et parfois en troupe. Ça reste juridiquement, bien sûr, de l'indivision. Vous appelez ça le co-investissement. Je trouve ça, marketingment parlant, c'est très bien tourné, mais ça reste quand même de l'indivision. C'est quand même un modèle assez, on va dire, difficile, puisque l'indivision, vous savez, c'est un concept juridique, une notion juridique qui est très fragile. Quand il y a, par exemple, un divorce, un accident de la vie, comment vous vous protégez, justement, pour essayer de gérer la situation? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des intérêts alignés avec nos acquéreurs. Et donc, il faut que ce modèle, il fonctionne pour eux. Et vous avez parlé de l'indivision, c'est un modèle qui est, alors vous l'avez dit, fragile, mais c'est un modèle qui est aussi extrêmement flexible et qui est surtout, qui a ce que vous avez cité tout à l'heure, le nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Et donc, l'idée, c'est que les acquéreurs peuvent vendre à tout moment. Donc, s'ils ont une difficulté, s'ils ont un moment qui est complexe, ils peuvent vendre, ils peuvent choisir de détenir leur appartement plus longtemps. L'idée, c'est que c'est un modèle qui va s'adapter à leurs besoins. Mais alors, justement, comment les fonds sont générés qui vous permettent d'allouer les actifs et les fonds? La réalité... Vous êtes tiers auxiliaire distributeur d'un établissement bancaire. Comment ça se passe? La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois cette difficulté des acquéreurs à devenir propriétaires, des jeunes actifs à devenir propriétaires, et en même temps, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que c'est super difficile d'investir dans du résidentiel urbain aujourd'hui en France. Et donc, nous, on permet d'investir aux côtés de jeunes actifs dans du résidentiel urbain. Banque, vous avez un fonds? Comment ça se passe? On investit des fonds à leur côté. D'accord. Mais ces fonds, ils viennent d'où? On les lève de façon régulière pour permettre d'investir. Donc vous êtes avec des banques ou des fonds d'investissement, vous avez un fonds qui permet de générer et d'accompagner. Alors justement, combien de dossiers vous gérez aujourd'hui? Comment ça fonctionne chez Virgile? Alors, on reçoit des dizaines de milliers de demandes, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Des milliers de demandes, ah oui. Ouais, et d'ailleurs, de façon très très accrue depuis, je dirais, les 9 derniers mois, avec un volume qui explose. Bien évidemment, on ne peut pas accompagner tout le monde, et donc là, on se dirige vers les 100 transactions par mois. 100 transactions par mois. Parce que c'est bien. Combien vous êtes chez Virgile aujourd'hui? On est 25, on sera 40 d'ici la fin de l'année. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Saskia Fizel d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté votre solution. Virgile, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Virgile. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sylvain. Merci Eva. On se retrouve tout de suite dans la suite de la Côte Imo. Pourquoi la PropTech plaît-elle aux investisseurs et cet engouement sera-t-il pérenne? Le contexte économique impactera-t-il le secteur dans un avenir plus ou moins proche? On vous répond avec notre invité Pierre Leroy. Bonjour, vous êtes avec nous au téléphone, président de French PropTech et cofondateur d'Iro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Merci beaucoup Pierre Leroy de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer déjà dans un premier temps comment vous expliquez l'essor impressionnant, il faut le dire, des startups de la French PropTech? Écoutez,
Écoutez, je pense qu'il y avait un avant et après Covid. Avant le Covid, on était plutôt dans une dynamique d'expliquer en quoi la tech pouvait être utile pour le secteur immobilier bâtiment. Après le Covid, ça a été une évidence, étant donné que à partir du moment où vous vous retrouvez dans une phase où vous ne pouvez plus instruire les permis de construire, par exemple, vous ne pouvez plus vendre puisqu'il n'y a plus de bulles de vente pour les promoteurs. Vous pouvez plus organiser de visites pour les bâtiments, enfin pour les appartements ou les maisons existantes, et vous pouvez même plus faire de chantier. Là, la profession s'est vraiment interrogée sur comment digitaliser les essentiels, et donc il y a eu véritablement cet après Covid où chaque acteur de la chaîne de valeur, que ce soit les promoteurs, les agents immobiliers, les syndics, se sont dit il va falloir quand même qu'on revoie notre logiciel, et ce qu'on pouvait faire en face à face hier, il va falloir qu'on soit capable de le faire via le digital demain. Et cette chose nouvelle a fait, cette adoption nouvelle d'usages digitaux a fait que effectivement les PropTech ont connu une véritable accélération depuis quelques mois maintenant. Mais l'immobilier, plus qu'un autre secteur, avait besoin d'être dépoussiéré, selon vous? Clairement, je pense qu'effectivement, on dit souvent que le secteur a généré 1% de productivité en 30 ans à l'échelle européenne. C'était un secteur qui n'avait pas forcément connu de mue particulière. Là, le contexte effectivement de gel lié au Covid a fait que il fallait se réinventer, trouver d'autres manières d'opérer pour pouvoir continuer à travailler tout simplement et avoir une économie. Et quand on ajoute à cela le contexte mondial sur ces grosses plateformes digitales que sont Google, Amazon, Facebook, et qui commencent à mettre un pied dans le secteur, tout ça donne envie aux acteurs historiques et emblématiques de changer leur fusil d'épaule et de trouver d'autres manières d'adresser leur marché. Pierre Leroy, vous êtes à la tête de votre propre groupe avec Yann Persson, le cofondateur. Bon, on comprend effectivement qu'il y a un avant et un après Covid. La question est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les modèles techno ont bouleversé la façon dont on pratique les métiers? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, définitivement, on vendra plus de la même façon, on fera plus d'une œuvre de la même façon? Et en quoi, finalement, votre niveau d'influence avec le mouvement French PropTech, qui est devenu le premier mouvement tech pour l'immobilier, a entretenu des relations avec les institutionnels, mais que ce soit les corps intermédiaires comme les syndicats FPI, FNIM, UNIS, ou les politiques, notamment, on se souvient tous du rapport Nogal, qui redéfinissait la façon de travailler, notamment pour les agents immobiliers. Alors, je pense, en fait, notre conviction avec les 250 startups aujourd'hui qui sont adhérentes du mouvement et les partenaires avec lesquels on travaille, c'est que on ne croit pas à une disruption, c'est le terme usité, mais on ne croit pas à une disruption du secteur par un acteur en particulier. On ne croit pas à l'arrivée d'un Google ou justement d'un Amazon qu'on citait tout à l'heure et qui va complètement changer la donne et renverser la table. On croit par contre à une hybridation des acteurs, en tout cas de la tech, des savoir-faire historiques, de la finance, en tout cas pour inventer des nouveaux modèles. Donc c'est plus l'intégration on va dire de cette culture techno et digitale dans l'ADN des acteurs emblématiques qu'on essaye d'opérer, partant du principe que on va plutôt coopérer, parce que d'un côté on a des acteurs emblématiques qui ont besoin de réinventer, réinterroger leur modèle économique et leurs pratiques et leurs process. De l'autre, on a des startups en France qui cherchent des clients, qui veulent ouvrir des marchés et qui sont très souvent sur des modèles d'affaires B2B, parce que c'est plutôt la culture on va dire habituelle. Et on va ajouter là-dedans les institutionnels ou aménageurs publics qui cherchent à faire progresser le système, parce qu'on est sur un secteur où l'immobilier coûte cher, où l'accès au logement devient compliqué, et où on va dire cet immobilier est un facteur de cohésion sociale s'il est
s'il est bien appréhendé. Et donc, on est plutôt à essayer de développer une coopération entre les acteurs. Vous parliez des syndicats professionnels, on travaille régulièrement avec eux, mais dans un équilibre des choses, c'est-à-dire que les startups ne seront pas que des prestataires des acteurs emblématiques, ce sont des partenaires. Et donc, ça veut dire équilibrer les relations pour qu'on puisse créer du progrès sur l'ensemble de la filière. C'est plutôt ça le positionnement effectivement qu'on adopte aujourd'hui. Pierre Leroy, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions tech là, sur les 250 startups que vous représentez justement, les usages en majorité? On est sur quoi? Alors pour nous, il y a 3 grandes familles. Aujourd'hui, 3 grands défis qu'on cherche à relever avec le mouvement, et c'est une feuille de route qu'on a réécrit post-Covid. La première, elle est sur, on va dire, la construction et la rénovation zéro carbone et rénovation énergétique au sens large. Donc on a récemment, par exemple, des opérateurs dans ce qu'on appelle la Constructech et la construction modulaire comme Vestac qui vient de boucler une nouvelle levée de fonds là, de 10 millions pas plus tard que la semaine dernière et qui permet effectivement de construire des maisons hors site ou des petits collectifs hors site en bois avec une logique vraiment industrielle. Eh bien ça, c'est un nouveau mode constructif très intéressant qui va permettre une construction décarbonée et on l'espère beaucoup plus rapide que les systèmes constructifs classiques et donc être capable de délivrer du logement plus vite, plus vert et moins cher, ou en tout cas à ISO-coût de manière à pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est un premier exemple effectivement de start-up intéressantes qui développent des choses concrètes. Et puis après, on va avoir toute la dimension, on va dire usage. Donc c'est l'ADN même des PropTech depuis le départ. Et là, on a beaucoup d'innovations très utiles, notamment sur la vente à distance, par exemple, la vente en ligne et la commercialisation en ligne de logements. Vous n'avez pas été sans voir, par exemple, l'acquisition d'Habitéo par le portail Bien Ici, qui cherche à élargir son panel d'offres pour faciliter la vente et la commercialisation de logements en ligne. Eh bien, l'acquisition d'une PropTech comme Habitéo va leur permettre véritablement d'accélérer sur cet axe. Voilà, par exemple, 2 exemples pour vous citer des exemples concrets. Alors justement, on a pris les chiffres qui ont été publiés. C'est une étude avec l'indice PropTech et Construction Tech. C'est l'analyse qu'avait Axeléo Capital sur différentes bases de données, notamment Dealroom et Crunchbase. C'est 880 millions d'euros levés au premier trimestre 2022, c'est 5 fois plus qu'au premier trimestre 2021. Alors c'est plus qu'une montée en puissance, hein, c'est un véritable phénomène, pour pas dire une révolution. Est-ce que l'engouement va se poursuivre à l'aube d'une contraction du marché? Je m'explique. Hausse de l'inflation à plus de 5% aujourd'hui, et on le voit tout de suite dans les grandes métropoles, un tassement, un ralentissement de l'augmentation des prix qui laisse présager un tassement du marché. Est-ce que vous êtes confiant dans l'année qui vient et est-ce que le mouvement Tech Révolution va continuer de transformer les métiers? Oui, je pense qu'effectivement, alors il faut remettre dans le contexte, 2021 avait été plutôt une année de contraction des investissements dans les PropTech et c'était la première année où ça fléchissait un peu, donc qu'on reparte à la hausse, c'est très positif. Clairement, la réponse est oui, dans le sens où le secteur immobilier est au cœur des enjeux démographiques, climatiques, énergétiques. Et on va même parler potentiellement de pouvoir d'achat ou de reste à vivre, et même de santé. Donc le secteur étant au cœur des enjeux aujourd'hui, il est évident que les investisseurs doivent investir, doivent effectivement flécher leurs fonds sur la fabrique de la ville et la réinvention de la ville, parce que les sujets sont trop à impact aujourd'hui pour passer à côté.
Je pense qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement cherchent à flécher l'argent là où on va pouvoir maximiser l'impact. Quand on sait que 43% des déperditions énergétiques proviennent du parc existant, quand on sait que le bâtiment est le premier secteur consommateur ou émetteur de CO2, quand on sait que la facture logement eau énergie a augmenté de 40% sur les 7 dernières années et qu'elle est maintenue artificiellement bas grâce au bouclier tarifaire depuis le début du conflit en Ukraine, voilà, tous ces chiffres-là font qu'à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de réinventer le secteur. Et pour réinventer le secteur, il faut des PropTech. Et pour faire émerger de l'innovation et des PropTech, il faut de l'argent et il faut attirer des capitaux. Parce que de là, on va pouvoir aussi attirer les talents et décliner toute une stratégie long terme. Donc la réponse est oui. Pierre Leroy, vous les sentez sensibles, ces investisseurs, justement, c'est ce que vous disiez, à ces investissements à impact, on va dire? C'est ce qui les attire aujourd'hui? Bien sûr, en fait, aujourd'hui, alors ils sont contraints d'un côté, effectivement, par toutes les nouvelles normes, à pouvoir, en tout cas, à attirer eux-mêmes de la collecte d'argent, on va dire, à impact. Donc les gens aujourd'hui se disent, est-ce que l'euro là que je mets dans ce fonds d'invest ou dans telle action dans tel support d'investissement, est-ce qu'il va avoir réellement une contribution au sujet du moment? Donc ils sont obligés de bouger et donc ce mindset financier est en train de changer. Et de l'autre, il faut trouver des projets à impact et les PropTech font clairement partie des objets intéressants pour pouvoir créer de la valeur positive, à la fois un vrai retour sur investissement, parce que quand on est investisseur, on cherche à avoir à maximiser son retour sur investissement, mais en plus, si il contribue à la planète et à la cohésion sociale, on fait d'une pierre deux coups, donc c'est formidable. Il nous reste vraiment quelques secondes, Pierre Leroy. Si vous aviez une phrase à donner, à lancer aux investisseurs qui hésitent encore, eux, à investir dans les PropTech. S'il y avait un mot à dire, c'est n'hésitez pas. Nous sommes, je pense, un secteur d'avenir, un secteur qui va être le sujet des 30 prochaines années. Donc il y a une vision long terme, il y a un marché, il y a des vrais enjeux court, moyen et long terme à travailler tout de suite sur une ville vertueuse et désirable, durable. Welcome on board. N'hésitez pas. Un grand merci Pierre Leroy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes président de French PropTech et cofondateur d'Hiro. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés par téléphone. Merci Sylvain. Merci Eva et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la Cotimo de votre lundi sur la tech et j'espère qu'on vous a donné des clés de lisibilité. Ce programme est à retrouver bien sûr en simultané sur Bismart et Radio Imo chaque jour à midi. Merci à nos invités Pierre Leroy et Saskia Fitzel de pour Virgile d'avoir participé à cette émission. On vous dit à demain Eva où on va parler d'immobilier vert.